Nous poursuivons notre émission avec Simon Plouffe. Bonjour Simon. Bonjour. Et également Robert Daudelin. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Simon, nous on s'était rencontrés lors de l'IDM, et là, comme on avait tellement aimé ton film qu'on s'est dit on va le faire revenir une deuxième fois dans nos studios. Les yeux ne font pas le regard. Récit polyphonique anti-guerre. Les yeux ne font pas le regard révèle des visions singulières et empreintes d'humanité à travers 5 personnages que tu as rencontrés. De la Bosnie, Serbie, au Japon, en Allemagne, en Colombie et en Ukraine. Voilà. Ouais. Comment tu as fait pour rencontrer ces gens-là? Parce que c'est la force de ton film. Ces personnages-là sont singuliers. Oui, bien sûr, il y a ton regard, il y a ta façon aussi d'aborder, je veux dire, ces questions-là. Mais au départ, si on n'avait pas tombé sur des gens aussi sympathiques, je pense que le film n'aurait pas eu la même ampleur qu'actuellement. Oui, ben j'ai travaillé à distance. C'était bien avant la pandémie. C'était en 2017 que ça a commencé, cette aventure-là. J'ai quand même essayé de trouver des gens un petit peu locaux au Canada, voir un petit peu s'il n'y avait pas des amputés de guerre ou des gens, des anciens combattants. C'était plus ou moins facile de trouver des gens qui voulaient parler, ou soit aussi des immigrants, des nouveaux arrivants peut-être qui auraient fui des conflits. Ça aussi m'intéressait. Donc, mon portrait était assez large au départ. C'était la thématique un peu des gens qui ont perdu la vue pendant les conflits armés. Donc, c'était ça. Après ça, les pays comme tels, je suis un peu allé à la pêche. Donc, j'ai contacté des organismes qui travaillent avec des personnes qui ont perdu la vue pendant des situations de conflit, un peu partout dans le monde, justement dans les Balkans, au Caucase, même un peu en Amérique latine, un petit peu en Asie aussi. Donc, c'est là que des gens ont connu d'autres personnes qui m'ont mis en contact. Donc, de fil en aiguille comme ça, soit des gens qui travaillent sur des fronts, comme en Ukraine, ou au Japon de la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui ont connu et qui existent encore aussi. Des fois, c'était un peu plus difficile parce que c'est quand même une guerre qui date. La Deuxième Guerre, donc de trouver des gens encore vivants et qui avaient perdu la vue était moins évidente, mais finalement, au Japon, on en a trouvé. En Allemagne, c'est aussi pour de la Deuxième Guerre que ça date, sauf que c'était une enfant lorsqu'elle a perdu la vue, donc c'était des dommages collatéraux de ces guerres-là. Donc, c'était aussi le point de vue citoyen que je cherchais, et non pas le point de vue militaire ou le point de vue politique de politicien ou quoi que ce soit. Je voulais pas rentrer dans des détails géopolitiques non plus pour nous étourdir et essayer d'expliquer tous les conflits. C'est vraiment pas mon intention. Donc, c'était vraiment plus d'aller chercher côté humain, côté citoyen, des gens aussi tous victimes de ces guerres-là, qui étaient la plupart enfants, sauf la personne d'Ukraine qui était adulte, qui était volontaire lui-même pour aller se défendre dans le Donbass en 2014-2015. Mais tous les autres, c'était vraiment des victimes collatérales des guerres. Ouais. De fait, ce que tu dis en creux, Simon, c'est que c'est la vue, c'est la question de la vue qui est centrale au film, et ça semble être ça qui t'a motivé initialement aussi. Oui, c'est ça. L'idée est venue d'un autre film, plus au niveau visuel, montage, avec ceux qui viendront l'entendre, un film sur les langues autochtones au Québec. Puis on était en visionnement, un peu de test, un peu vers la fin, quand on présentait ça au distributeur. Puis il nous manquait des images, on écoutait des archives sonores. Puis là, on s'était aperçu que finalement, on n'avait pas besoin d'images. On était dans le son complètement, puis c'était aussi ça l'intention, de faire un peu revivre cette archive sonore d'une langue pratiquement disparue, presque plus parlée. Donc, il y avait une charge émotive là-dedans, puis c'est là que ça m'a cogité pour un autre projet, puis c'est là que je suis tombé sur des articles qui parlaient de la répression au Cachemire, où est-ce qu'on aveugle des populations, techniques utilisées dans plusieurs pays, même, en Palestine, on peut en parler, mais ça va plus loin que ça. En Catalogne, en Égypte, un peu partout dans le monde, c'est des techniques techniquement non létales là, qui ne tuent pas, mais qui vont détruire des organes ou les yeux. Donc, pour moi, c'était un symbole fort de taire une population, une jeunesse, des gens. Donc, c'était dans cette
cette optique-là plutôt de se questionner aussi sur notre propre vision, notre propre regard des choses, notre propre rapport aussi à la violence. Donc, c'est là que le film est né un peu de ces deux éléments-là. Puis là, ben, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches que je parlais tout à l'heure. Ça te garde sur un terrain qui te semble familier, c'est-à-dire les deux films précédents, on est plus dans Louis, les traditions orales, le melting pot des langues autochtones. Oui. Ben c'est ça. Donc, oui, c'est sûr qu'au niveau formel, ça me stimulait parce qu'évidemment, il y a plusieurs façons de raconter et surtout parler des conflits. Moi, je l'ai abordé un peu plus d'un côté plus sensoriel, sonore, immersif, évidemment. Donc, oui, c'est une continuité avec mes autres projets. C'est des intentions que moi j'ai aussi à travers mon parcours sonore de preneur de son, concepteur sonore et tout ça. Donc, ça m'emmène à vouloir explorer des sujets qui sont très, très sonores. Donc, je l'ai abordé quand même de cette façon-là, effectivement. Mais le son, justement, est encore très présent, même si c'est la vue, le sujet du film. Oui, effectivement, mais c'est comme le penchant, en fait. C'est qu'est-ce qui nous fait... quels sont les autres sens, en fait, qui nous font vivre, qui nous font... peut-être aussi, c'est un sens qui est pas tangible tant que ça. Là. La vue est plutôt concrète et plutôt matérielle, mais l'ouïe, c'est plutôt dans notre imaginaire, peut-être que ça nous fait voyager un peu plus. Donc, il y avait cette idée-là aussi de ne pas tout montrer. Et justement, c'est un film qui se veut pas non plus sensationnaliste, c'est très explicite avec des images très violentes. Justement, c'est un peu là que le film dénonce, en fait, à travers son approche plutôt sobre et plutôt immersive, plutôt réflexive, plutôt de ne montrer, pas montrer, donc jouer avec tout ça, qui fait que, ben oui, les personnes qui ont perdu la vue ont quand même encore l'ouïe, on l'a touché, on l'odorat, donc c'est dans cet univers-là que je me suis un peu, moi, projeté et non pas représenté ce que les autres peuvent bien vivre, là. Ce qui fait que, effectivement, l'acuité sonore devient plus importante puisque c'est rendu un des sens principaux pour ces gens-là. Et comment ça se passait au niveau du travail? Tu les as d'abord rencontrés avant de tourner avec eux? Parce qu'il y a une complicité, évidemment, qui doit s'installer. Ça a été beaucoup à distance. Donc, au début, en recherche, plutôt par téléphone, par Zoom. À l'époque, c'était Skype. Skype n'existe plus, mais ça a été pas mal à travers ça. Des interprètes aussi. Donc, il y a toujours un niveau aussi de difficulté plutôt de la traduction, etc. Donc, c'était de trouver des gens de confiance que eux croyaient au projet, qui étaient soit eux-mêmes aveugles et qui trouvaient aussi d'autres personnes... collègues ou connaissances qui voulaient bien parler. Ensuite, on entrait en contact, on faisait 1, 2, 3 rencontres virtuelles et ensuite, OK, je prévois des tournages de recherche, je me déplace et une première, deuxième, des fois trois fois de déplacement. Donc, plusieurs tournages à venir, mais en recherche, on tournait aussi. Ça a été beaucoup le son, en fait, qui a été conservé pour les premières... surtout des entrevues et tout ça, pour connaître vraiment les gens, leur situation, leur vécu, comment ils vivent ça aujourd'hui. Donc ça a été pas mal mon matériel de base pour ensuite construire sur les possibilités avec chacun. Parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais tu es à la réalisation, à la scénarisation, à l'image, au son et à la conception sonore. C'est quand même important. À la production, oui. À la production également. Il y a comme un petit projet personnel, disons. Ouais. Mais tu l'as mentionné tantôt, puis parce qu'on suit effectivement ces personnages-là, principalement les 4 premiers, et il y a une organisation, des arcs narratifs. Et pour moi, la dernière partie est aussi extrêmement importante parce que c'est ton point de vue et cette question du regard, puis le titre le dit, hein, les yeux ne font pas le regard, est soulevée quand que certaines mentionnent qu'est-ce que c'est de voir. Je pense que c'est Emma. Enya. Oui. Qui sera là d'ailleurs demain à la présentation. Oui, okay. Elle vient d'Allemagne pour la première fois au Canada, puis elle est bien contente de venir présenter le film. Et aussi, c'est quoi comprendre la vision? C'est une question de point de vue, qu'est-ce qu'on retient? Donc, ce qui est, pour moi, la force aussi de ton film, c'est que tu nous présentes 4 personnages qui, je veux dire, sont des humains parfaits, entre guillemets, dans leur manière, je veux dire, d'avoir appris à vivre avec la cécité. Mais au-delà de ça, c'est
qu'est-ce qu'on retient, je veux dire, de toutes ces images de guerre violentes qui nous sont présentées? Quel type de regard qu'on doit avoir aussi sur notre propre actualité? Mm-hmm. Ben oui, ben c'est sûr que moi, c'est un film qui est assez ouvert. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement oui, on va trouver des messages et tout ça, mais je pense que c'est aussi un film un peu plus libre. Oui, on peut parler d'arc narratif et tout ça, mais il reste que tout se déroule pas mal en parallèle, donc c'est un peu des allers-retours un peu avec chacun, on évolue un peu dans leur quotidien, on est plongé un peu dans le passé avec certaines archives et tout ça, donc on replonge un peu dans leurs histoires aussi. Mais je pense que évidemment, ça nous ramène à nous-mêmes, aux spectateurs, à son propre regard sur les choses, aux actualités. Donc, quels sont les conflits dans lesquels on veut pas vraiment s'intéresser, ou l'actualité va très vite, donc un conflit passe rapidement dans l'oubli. On parle plus de Syrie, Yémen et tout ça, au Congo. Ouais. On est dans le... C'est vrai que tu dis que c'est un film ouvert, mais à la toute fin, je veux dire, puis encore là, je pense que c'est Anja qui mentionne, qu'un historien mentionne que lors des 500 dernières années, ou à peu près entre 300 et 500 dernières années, si on évite si on inclut tous les petits conflits à travers le monde, il y a eu probablement 67 jours de paix. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, inévitablement, le spectateur est amené lui-même, je veux dire, aussi à prendre position. Ouais, puis bon, en tout cas, pas nécessairement citer plein de gens, mais ça veut pas dire que si un pays ou en fait une zone dans le monde est en paix, des fois c'est une paix forcée, imposée, ça veut pas dire qu'il y a absence de guerre non plus. Des fois des jeux de pouvoir, etc., de la répression, la censure. Puis aussi tous ces gens-là qui ont aussi vécu pendant les conflits armés, même si les conflits sont terminés, même si l'accident, aujourd'hui, ils réussissent à vivre avec les séquelles, ben ils portent en eux aussi encore cette guerre-là, encore dans leur corps, encore dans leur esprit. Donc, tu sais, c'est des choses qui résonnent encore, même peut-être au niveau sonore, peut-être encore au niveau des ambiances sonores, des cris, des bruits, des assourdissements et tout ça. Donc, c'est un petit peu aussi ça que j'ai voulu explorer dans le film. Oui, il y a quelques flashbacks sonores, il y a quelques côtés, on pourrait plus parler de sens, là, sensoriel, qui nous rappellent ces situations-là, sans nécessairement nous-mêmes les avoir vécues, mais je pense que tout le monde est capable de se projeter un petit peu de ce que ça pourrait être une journée dans sa vie, la guerre. L'Ukraine, ça fait 1200 jours à peu près qu'ils sont en guerre. D'autres pays, ça fait des années, plusieurs, encore plus que ça. Donc, on peut pas s'imaginer ce que c'est de vivre ça au quotidien, puis d'être menacé. Mais c'est ça, moi, ce que j'essaie aussi de montrer, c'est pas nécessairement juste le côté sombre et un peu apocalyptique de tout ça, c'est plutôt aussi de nous ramener à nous-mêmes, mais aussi au sentiment d'une forme de liberté, en fait, que chacun veut aller chercher aussi. Puis je pense que c'est un peu là à travers aussi la résilience, à travers ces gens-là qui sont très forts, très inspirants, qui nous donnent quand même une espèce de lueur d'espoir dans tout ça. Donc c'est aussi ça que je tente de montrer, sans que ce soit des messages trop soulignés. Mais je pense qu'à travers le fil du film, ça se construit un peu comme ça. Oui, et ça passe par l'émotion beaucoup. Hein. Notre rapport de spectateur à ces personnages-là, c'est pas un rapport très objectif. On est sollicité par il y a même des moments de douleur dans le film, notamment le personnage ukrainien, son retour chez sa mère. C'est vraiment quelque chose de très, très douloureux. Oui, le personnage de Nebojša, je crois, c'est qui est plutôt Serbie. Il y a le Serbe qui retourne en Bosnie, chez sa mère dans les montagnes. Oui, c'est juste pour vous corriger. Là, mais c'était juste pour préciser, mais il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, c'est très douloureux parce que lui-même a été en fait rejeté de sa famille lorsqu'il a perdu la vue parce qu'il était finalement plus utile pour la ferme parce que c'était en campagne et tout ça. Milieu rural très précaire, donc
Il y a des endroits dans le monde où est-ce que les personnes qui ne voient pas, les non-voyants, sont rejetés de la société, ce qui n'est pas le cas au Japon, par exemple. Mais dans ces coins-là des Balkans, oui, effectivement. Donc, c'était très douloureux. Lui, ça faisait des années qu'il n'avait pas revu sa mère. Ça faisait 11 ans. Donc, on a pu témoigner de ça avec lui. C'est assez douloureux. Puis quand il nous parlait que non, vraiment, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs traumatiques et tout ça, mais il nous raconte, en fait, ses cauchemars. Tu sais, c'est très contradictoire parce que je pense que lui, dans sa tête, il est rendu plus loin, il dit non, ça va. Mais finalement, c'est très lourd de sens à porter aussi. Puis des images qui reviennent, qui sont un peu cauchemardesques, mais qui essayent d'un peu d'éliminer de sa tête. Mais ça a été difficile pour la plupart de nous de se replonger dans ces moments-là. Lui, il paie vraiment de sa personne, sa présence dans le film, on le sent. Hein? Oui. Il a un côté écorché, ce personnage-là. Oui, il a beaucoup vécu, mais un homme très bon vivant, la famille et tout ça, très important, très impliqué, etc., dans sa communauté, mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui l'a transformé. C'est aussi ce qu'il nous dit, c'est évidemment c'était conflit ethnique, religieux et tout ça, où est-ce que lui, quand il était petit, il jouait avec les autres bosniaques, etc. Donc la religion pour lui, c'était pas un problème. Suite à son accident là, il a commencé à développer des tensions, un déni, pas un déni, mais plutôt un rejet de l'autre nation. Mais au final, quand il a été dans les écoles pour aveugles, où est-ce qu'il y avait des gens de toutes les nations, là, il s'est aperçu, OK, je suis pas le seul, puis il y a des gens de tous les côtés, donc là, il a repris foi un peu en l'humanité, puis c'est là qu'il... éventuellement aussi quand il est sorti de cette école pour aveugles, qui a aussi sorti, même s'est marié avec une dame bosniaque musulmane. Donc, il y a quand même des belles histoires là-dedans qui fait que il aurait pu détester l'autre peuple et toujours vouloir la haine et se battre, se venger. Mais non, c'est pas ces gens-là que j'ai suivis. Il y aurait matière pour un film complet avec lui. Oui, je pense avec chacun, ils ont tous des histoires assez incroyables. Mais comment ça... Est-ce que tu avais pas mal de temps quand tu débarques, par exemple, chez eux? Tu avais assez de temps pour faire connaissance puis voir comment on peut tourner? Oui, souvent, c'est quelques semaines à la fois. Donc, aussi, je voulais pas non plus m'installer puis rester là pendant des mois. Ça, quand même, c'est exigeant. C'est imposant aussi. J'étais toute seule du Québec, là, en général. Donc, mais je me liais avec des gens locaux, avec des interprètes, des faux preneurs de son. Donc, on était quand même 2-3 personnes. Puis c'est aussi, ça change leur quotidien. Donc, je leur demandais de faire quelque chose à tous les jours pour aller filmer. C'était pas toujours évident. Mais on est parti 2 semaines avec Neboja, justement dans les Balkans. On a fait un grand tour pour aller voir sa mère et tout ça, parce que pour lui, c'est sûr que son quotidien est assez limité pour certains. Anya, c'est autre chose parce qu'elle a le travail, elle est une massothérapeute, donc elle a quand même des activités. Mais pour Neboja, il reste beaucoup dans le quartier, sur sa rue, donc ça, à un moment donné, on tourne un petit peu en rond, donc il fallait aussi trouver des choses qui faisaient sens avec son parcours et tout ça, pour rendre aussi ça intéressant et non pas rester dans le trop contemplatif avec lui. Oui. Mais pour moi, la force du film, c'est la façon que tu as réussi à t'immiscer dans leur quotidien. Parce que oui, on parlait beaucoup, on revenait sur le son, sur les images et tout, mais la force, c'est qu'on les suit à leur quotidien. Et je pense, entre autres, là, à l'Ukrainien Rodion, où là, qui nous parle de la guerre, mais avec... c'est pas une froideur, mais une rationalité qui est déconcertante, là, qui explique exactement que oui, il y a une balle à tel endroit avec un de ses amis. Ah ben tiens, t'as un trou dans le crâne, c'est pas grave, monsieur, j'en ai un. Et pour nous, de l'extérieur, je veux dire, ça devient presque glacial d'écouter, je veux dire, ces conversations-là. Parce qu'on sait qu'ils sont en état de guerre, mais la distance avec laquelle, je veux dire, ils parlent de cette situation-là face à nos yeux, je veux dire, on est un peu estomaqué à certains moments, là. Oui, ben, je pense que c'est une force de caractère énorme, de pas justement être terrassé, d'avoir peur de se cacher dans son coin et, bon, d'être totalement en dépression. Je crois qu'ils ont passé à travers beaucoup de phases, évidemment,
psychologique et beaucoup ont broyé du noir, évidemment, tous. Tous ont voulu mettre fin à leur jour aussi, mais tous ont évolué aussi à travers leur parcours. Quand tu les as rencontrés, tu avais déjà vu un petit peu, je veux dire, la graine? Ben, je ne savais pas exactement toutes les zones grises, toutes les zones plus sombres dans lesquelles il avait vécu. Je pouvais m'imaginer, mais tous m'en parlaient à un moment donné de façon assez très, très, très transparente et très ouverte. Comme quoi, effectivement, ils ont tous pensé ne pas survivre à ça. Suite à perdre un sens comme celui de la vue, qu'est-ce qu'on fait demain matin? Vous et moi, c'est quand même, ça change beaucoup la vie. Quelqu'un qui aime beaucoup les images, qui aime voir le soleil, les oiseaux, peu importe, voyager, faut se réadapter complètement. C'est une autre vie, c'est complètement autre chose. Donc, outre la guerre, c'est aussi de perdre ce sens-là que la plupart des êtres humains mettent énormément d'emphase sur le sens de la vue. Donc, on porte moins attention aux autres sens. Et ce que je pense, c'est ce que ces gens-là font, c'est qu'ils nous ramènent aussi à notre propre rapport à tout ça. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi à travers leur acceptation, finalement, d'avoir perdu ce sens-là. Ils réussissent très bien à vivre aujourd'hui et à avoir une vie normale. Il y a quelques recherches formelles que je trouve fort intéressantes, c'est que à certains moments, on a l'impression que tu essaies de un peu recréer des images que eux pourraient s'imaginer, hein, en jouant, je veux dire, bon, sur l'impression, en utilisant parfois le noir, en jouant sur des focales presque subjectives. Oui. C'est important pour toi d'arriver à nous replacer presque dans leur tête, à eux, à certains moments, et de tout mélanger entre tes formes. C'est un mélange parce que je voulais aussi être le plus près de leur point de vue possible, mais sans le reproduire et sans le mimiquer ou sans le dire voici la vérité de ce que ces gens-là voient. C'est la force. Mais j'ai quand même donné une caméra à plusieurs. Donc, Rodion Film, Anya Film. Anya filme dans sa vie parce que elle raconte dans le film que elle prenait des photos, mais les photos, bon, après ça, un coup qu'elle les a sorties, elle peut pas vraiment apprécier ou discuter des photos, tandis que les images en vidéo, elle peut réécouter avec le son, se reprojeter dans cet univers-là. Donc, elle a pris l'habitude de filmer avec sa petite caméra mini-DV, et là, c'est un peu là que j'ai commencé à m'intéresser, à dire, bon, ben, qu'est-ce que tu as comme image? Est-ce qu'on peut voir ce que tu as tourné? Est-ce qu'on peut aller tourner des images ensemble? Finalement, avec elle, j'ai tourné un tout petit peu, mais j'ai aussi mis la caméra dans les mains de Neboja, dans les Balkans, près du pont de Mostar. J'ai aussi mis la caméra de Rodion dans ses mains en Ukraine pour nous faire un peu revivre certaines choses, se plonger un petit peu plus dans leur univers. Mais en même temps, je tends à dire que c'est plutôt métaphorique et c'est moins représentatif ou illustratif finalement de ce que les autres ont vécu. Donc oui, ça joue à travers différents aussi les archives voilées qui nous montrent un petit peu des choses qu'on aurait peut-être pu voir dans les médias, à la télé, ces choses-là qui nous rappellent certains conflits, mais sans nécessairement... C'est un multicouche. Oui, c'est ça. Au niveau visuel, mais au niveau sonore également. Et l'importance des oiseaux dans ta vie. C'est important. C'est important, parce qu'on a un oiseau qui revient à 5 occasions, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est Rodion qui explique à quel point, il n'y a pas eu de choc post-traumatique, mais pour les gens qui ont vécu la guerre, le cri des oiseaux leur rappelle des grappes. Oui, ben ça, c'est ce qui explique, c'est que en fait, des vols d'oiseaux, de plusieurs oiseaux avec les ailes ça rappelle les sons de missiles. En fait, souvent quand ils vont atterrir, hein, ou presque, donc on les entend un peu comme des ailes d'oiseaux, un petit peu là-dedans. On explore aussi dans le film avec beaucoup de sons d'oiseaux, avec des images et tout ça. Oui, effectivement. C'est un peu ça qui m'a emmené à vouloir développer un peu plus la trame, on va dire, d'oiseaux, qui nous ramène, des fois, c'est à des états un peu, à des espèces de témoins, à des émotions peut-être aussi, qui ramènent ça un peu plus qui nous recentre un petit peu. Ouais, bref, moi, oui, j'ai exploré ça, puis je l'ai exploré en Colombie,
dans le film aussi, qui nous amène quelque chose d'un petit peu plus ouvert, un peu plus lumineux, qui est moins conclusion, voici ce que vous devez penser. Je l'ai laissé comme, je vous laisse ça à vous, puis vous en faites ce que vous voulez. Oui, mais encore une fois, ça fait appel à nos sens. Oui. C'est débrouillez-vous avec ça. Moi, je vous propose ça, Ouais. mais la lecture nous appartient. Exact. Ouais. Mais c'est intéressant. J'avais une autre question tout à coup. Le film est produit par les films de l'autre, mais c'est une super production pour les films de l'autre. Ben oui, j'imagine, mais dans le sens que c'est pas une super production en termes de budget, mais c'est un film qui a été, bon, quand même financé, les Conseils des arts et les SODEC, mais c'est quand même moi, le producteur, qui a géré un peu tout le projet, logistique et tout ça. Les films de l'autre, c'est comme un collectif qui nous permet une structure pour s'autoproduire, mais on est tous cinéastes de nos propres films et producteurs de nos propres films dans la structure. Ben, c'est ça, pour le cinéphile, les films de l'autre, c'est comme le cinéma indépendant. Oui, ben, je pense qu'on a une liberté. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a pas, on est notre propre patron, si on veut. On est notre propre producteur. Donc, les journées de tournage, le calendrier est plutôt élastique selon les besoins de chaque film. Donc, on est moins dans une structure industrielle, un peu plus cadrée, maximum 15 jours de tournage et c'est mais terminé. Ça se ressent dans les films. Ouais, il y a plus de liberté, si on veut. Oui, cette liberté-là, elle est tangible dans ce que vous en faites. Ouais. Heureusement que ça existe encore. Heureusement. Hein? Mais Hugo nous dit, on a encore dépassé notre temps. Non, mais il faut au moins rappeler que Les yeux ne font pas le regard, puis l'affiche hier au cinéma. Il y a des ciné-rencontres, cinéma moderne aujourd'hui, la Cinémathèque demain, cinéma moderne, c'est à Québec également, vendredi, au Beaumont le 6 juin. Bravo Simon Plouffe, Les yeux ne font pas le regard, un film à voir absolument. Merci Simon. Merci à vous.